Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Zuber Lafage. Je suis professeur des universités à Centrale Lille et je suis le président fondateur de l'Institut français de la construction Lille. Je voudrais vous parler de l'Institut. L'Institut français de la construction Lille est une association à but non lucratif. Elle a été créée en mai 2021 par des membres bénévoles et passionnés par l'approche Lean pour la transformation de l'environnement bâti en France. Quelle est la vision de l'Institut français de la construction Lean? C'est faire passer la construction Lean de l'adoption pure et simple à celui de la mise en œuvre systématique dans le secteur français, voire francophone, de la construction. C'est vraiment décimer les connaissances dans le domaine de la construction Lean, le savoir dans le domaine de la construction Lean, mais également les compétences dans le domaine de la construction Lean. Quelles sont les valeurs de l'association? C'est partager les savoirs et les savoir-faire, cultiver l'esprit d'entreprise et de l'innovation, et s'engager, l'engagement, cette notion d'engagement, elle est importante, pour la réduction du gaspillage. Offrir l'excellence et l'amélioration continue, grâce, bien sûr, à une collaboration forte et durable. Quelles sont les bonnes raisons pour nous rejoindre et adhérer, en fait, à l'Institut français de construction Lean? D'abord, participer à une communauté d'acteurs, quelque chose de commun, augmenter vos connaissances et vos savoirs, favoriser les échanges d'expériences, ce qu'on appelle en anglais les best practices, contribuer à l'amélioration de la construction Lean et les pratiques de la construction et les parties prenantes également, partager une culture Lean, parce qu'une culture, c'est très important, une culture Lean avec plus de collègues, plus de partenaires et plus de parties prenantes. Devenir un influenceur de Lean pour la construction, ces secteurs en ont besoin, et de plus en plus. Permettre à la construction Lean d'être comprise par le plus grand nombre. Cette notion d'inclusion, elle est importante. Diffuser vos savoirs en langue française, on a besoin de maîtriser les connaissances, le savoir et les compétences par rapport à la langue qu'on maîtrise, qui est la langue française. Accueillir et proposer des stagiaires de collaboration avec toutes les parties prenantes. Déjà, plusieurs partenaires et sponsors de l'Institut français de construction Lean. Je commence par le sponsor Platinium ou Timothy, qui est notre premier sponsor en Platinium. Or, on a Ocorus qui est en cours d'adhésion également, qu'on voulait également remercier. Un sponsor argent, Spi Batignolles, également très présent. Et enfin, deux partenariats très forts en sponsoring et en adhésion, c'est l'adhésion bronze avec FLIA et Lyon Gross également, tous les deux, ils ont des personnes membres de CA de l'Institut français de construction Lean. Si vous êtes intéressé par savoir comment devenir sponsor, Platinium, or, argent et bronze, vous pouvez nous contacter avec un grand plaisir. Pour les étudiants, l'adhésion, elle est gratuite. J'insiste, pour les étudiants, l'adhésion, elle est gratuite, donc vous êtes vraiment les bienvenus. Quel est le prochain webinaire? Le prochain webinaire, il aura lieu le 18 novembre 2022, de 13 h à 14 h, toujours une heure, et l'intitulé « Le Lean et la maîtrise d'ouvrage ». Il sera animé par M. Antoine Boss, qui est directeur associé du Refine, une entreprise spécialisée dans la construction Lean allemande qui s'installe en France depuis peu. Comment nous suivre avec l'Institut français de construction Lean? Donc, vous avez le site Internet, également qui est toujours en actualisation et en mise à jour. On a une page institutionnelle LinkedIn pour toutes les informations, Institut français de la construction Lean, et puis on a un groupe d'Institut français de la construction Lean. Il y a un bureau qui travaille avec acharnement sur le management de cette association. Je suis le président de ce bureau et vous avez mon contact Gmail. Il y a également une trésorière, Dr Béatrice Rosé, spécialisée dans la partie finance, management administratif, également juridique et tout ce qui est association à but non lucratif. Et également, on a une secrétaire générale très dynamique qui est Madame Dominique Renard-Barezzi. Vous pouvez nous contacter directement si vous avez une question au président ou bien à la trésorière ou bien au secrétaire général, mais également, on a mis en place un contact générique pour nous contacter et ça sera avec un grand plaisir
de vous répondre et échanger et partager avec vous. Et là, j'arrive à l'objet du présent webinaire. Je suis très, très fier et très honoré de vous présenter des collègues éminents qui pratiquent les lignes depuis plusieurs années et ils ont envie encore d'apprendre sur cette notion de ligne dans le domaine de la construction. Je préfère parler de la construction ligne. Mais également, ils viennent de deux entreprises. Une, je vais commencer par Perrine Geoffroy, qui est ingénieur ligne principal chez Lyon Gross, donc une entreprise de construction, mais également Nicolas Baudard, qui est General Manager chez IMA Construction, également connu dans le domaine de la construction ligne. Aujourd'hui, ils ont voulu présenter en binôme, c'est cette notion de collaboration derrière, qui est très importante, sur un thème très intéressant, qui est la planification Lean. Donc, je suis très fier de les présenter. Je vais leur donner tout de suite la parole. Et votre serviteur sera le modérateur de ce webinaire pendant 1 heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai vraiment celui qui va transmettre ces questions et essayer de répondre. Merci. Bon webinaire. À vous, Perrine et Nicolas, et merci d'être là aujourd'hui pour partager avec nous. Un grand merci, Zuber. Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire qui est consacré aujourd'hui sur la planification Lean. Donc, comme a dit Zuber, on est moi-même et Nicolas présents aujourd'hui pour vous parler de la planification Lean et du LPS. Donc, vous avez nos coordonnées sur le slide si vous avez besoin. Et donc, pour commencer, on voulait faire ensemble un peu un état des lieux de ce que c'est que la planification aujourd'hui et puis de ses enjeux. Donc, déjà, on peut tous faire le constat que la plupart des chantiers ont aujourd'hui du mal à tenir le délai. C'est quelque chose qui est plutôt partagé. Et donc, aujourd'hui, on va vous parler d'une méthode de planification Lean qui permet de résoudre un peu cette problématique-là. Mais bon, attention, contrairement à Astérix, ce n'est pas une potion magique. Et avant de parler spécifiquement du LPS, on va regarder un peu l'état de l'art avec Nicolas. Alors, l'état de l'art, donc dans la planification de l'OPC, des missions planeurs, enfin, la pratique, en fait, c'est ce que j'appellerais un peu la pratique de l'homme seul, c'est-à-dire un expert qui a une pratique professionnelle, une expertise, une expérience, et qui va compiler les différents plannings des corps d'État sur un projet, ou qui va, de par son expertise, pouvoir lui-même alimenter ce planning. Mais en fait, in fine, il est le seul à avoir un peu la vision globale des interfaces, des enchaînements, des coordinations entre les différents lots, et il va produire un planning alors, sur un modèle Gantt qui, plus il est détaillé, plus il comporte de pages, et plus c'est un document en fait dont on se rend compte qu'il est difficile à assimiler par les acteurs du projet, qui ont pourtant besoin d'écrire une partition commune pour jouer le meilleur chantier. Donc, premier constat, et puis un deuxième constat qu'on a appelé les deux maladies du bâtiment, Perrine, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus d'avoir un planning qui est partagé que par une seule personne, en général, il est constitué de grandes barres que chaque sous-traitant a durement négocié pour qu'elles soient le plus longues possible. Mais au final, on va uniquement juger les sous-traitants par la date de fin. Donc, sur notre première semaine, notre sous-traitant ne vient pas. Finalement, le sous-traitant qui devait intervenir avant lui vient et puis repart, puisque la zone n'est pas prête. On passe un savon au premier sous-traitant qui dit « je vais venir lundi », finalement il ne vient pas. Il arrive finalement le mardi en disant « bon, je vais travailler le samedi, on va ouvrir le chantier le samedi ». Entre-temps, on a de la perte en ligne et des autres sous-traitants qui ne peuvent pas intervenir. Au final, en ouvrant le samedi, notre sous-traitant arrive à terminer sa tâche. Les autres sous-traitants interviennent au fur et à mesure, après non sans mal du conducteur de travaux ou de l'OPC pour les faire revenir sur le chantier, mais finalement décalent un peu la fin de leur tâche. Et on a comme ça un décalage glissant de notre planning qui finit, là on le voit, 1 mois et demi en retard. Donc ça, c'est une des premières maladies du bâtiment. Et puis, la deuxième, c'est finalement qu'on voit que ça va être compliqué et que quand notre sous-traitant est là, on le fait démarrer en se disant finalement, tout ce qui est fait n'est plus à faire.
Et même si on ne s'est pas assuré d'avoir bien les prérequis qui étaient faits, d'avoir toutes les tâches qui étaient validées, on fait démarrer tout trop tôt et on a tout qui est commencé, rien qui est terminé et beaucoup d'encours de surface. Alors, si on continue un peu dans le champ lexical de la médecine, il y a ce qu'on appelle la médecine des morts. En fait, c'est comment est-ce qu'on pilote le planning. En fait, on fait des constats. Donc, on tire des fils rouges, hein, comme sur l'exemple à l'écran, et on constate que la tâche n'a pas démarré. Donc, comme on voit ici, il y a beaucoup de tâches en retard. Donc, si je prends un exemple, là, le carreleur, il n'a pas démarré la tâche, donc on engueule le carreleur qui essaie de se défendre. Mais pourquoi tu n'as pas démarré? Parce que j'ai pas commandé le carrelage. Pourquoi tu n'as pas commandé le carrelage? Parce que en fait, tu m'as pas donné la couleur du carrelage. Donc, le client n'a pas validé la couleur du carrelage. Donc, quand on va au fond des choses, on se rend compte qu'il y a toujours un petit effet boomerang de retour à l'expéditeur qui pose la question. Mais voilà, on est dans le constat, sans moyen, effectivement, d'anticiper davantage pour essayer de sécuriser en fait l'exécution de ce planning. Alors souvent, ça vire, je vais passer dans le champ lexical de l'automobile, ça vire dans l'aquaplaning, que tout le monde a connu sur des chantiers, où en fait on est dans une dérive non maîtrisée et où le planning glisse. Donc voilà des constats, et puis ensuite on peut s'intéresser à qu'est-ce que c'est les gaspillages du planning en fait, qu'est-ce qu'enferment nos plannings de Gantt traditionnels. C'est ça, puisqu'on est dans une approche Lean où on cible les gaspillages. Finalement, dans le cheminement complet de notre chantier, hein, depuis le programme jusqu'à la livraison, on a également plein de gaspillages. Et alors, ces gaspillages, comment est-ce qu'ils se matérialisent? En fait, c'est ça qui nous permet de réduire ensuite le délai du chantier. Et donc, ils se matérialisent par finalement des surfaces qui dorment, des surfaces où il n'y a aucun travaux qui sont en cours. Et donc, le but de la planification Lean, ça va vraiment être de mettre en place du collaboratif pour identifier les non-valeurs ajoutées, réduire ces surfaces dormantes, aligner toute l'équipe sur un planning objectif pour pouvoir livrer notre bâtiment dans les temps du client, voire même dans un délai qui sera compressé. Alors, maintenant que nous partageons tous ces constats, on peut s'interroger, le LPS, c'est quoi? Et donc, essayer d'apporter les premiers éléments de réponse qu'on veut discuter avec vous. Le LPS, c'est quoi? C'est un système, effectivement, de planification qui est très ouvert sur la collaboration, parce que l'objectif premier, c'est de réussir parfaitement l'intégration de tous les acteurs autour du projet via le planning, qui est vraiment cette partition nécessaire. Donc, la démarche LPS, elle va se déployer en 2 grands temps. Le temps de la préparation du chantier, où en fait on va élaborer un planning objectif, géotemporel, on va y revenir, en flux, on va y revenir, avec la participation et l'implication en fait de tous les acteurs du chantier, tous les utilisateurs, de tous ceux en fait qui font, qui savent, parce que c'est eux qui font, c'est ça le sens du Last Planner System, c'est d'aller chercher l'engagement de ce dernier planificateur. Et puis une deuxième partie lors de l'exécution qui va être de mettre sous contrôle ce planning et de piloter ce planning, parce que comme tout planning, c'est une prévision, il est faux, il y aura des ajustements, il y en aura le moins possible, parce qu'on va mettre de la rigueur dans ce pilotage, mais il va falloir faire vivre ce planning, et donc c'est le deuxième outil dont on vous parlera après. Alors, pour commencer, ça sert à quoi tout ça? Avoir des résultats concrets, je dirais, non? Exactement. Donc, les résultats, on les a. J'ai pris un exemple d'un chantier de Léon Gross, donc un hôtel de 250 chambres pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros qui devait être réalisé en 2 ans et qui est tombé pendant le Covid, donc avec finalement 3 mois de retard en quelque sorte pris par les confinements, la reprise, etc. Et finalement, on a livré le bâtiment bien 2 ans pardon, après le démarrage, conformément à ce qui était vu avec le client. Donc, on a réussi à maîtriser l'impact de la crise sanitaire sur la réalisation de cet ouvrage. Alors, pour introduire notre méthode, on va oser une petite comparaison avec l'industrie, pour introduire aussi cette idée de flux. Alors, dans l'industrie, à gauche, là, schématiquement, j'ai une chaîne de production qui fabrique, je ne sais pas quoi, c'est des boîtes ou des petites cabanes à lapins. Mais l'idée, c'est qu'on a un flux de matière, en fait, qui va de postes d'opérateurs qui, eux, sont en fixe, et chaque opérateur va incrémenter la valeur du produit jusqu'au produit final. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans la construction? La construction, c'est pas pareil. Donc, effectivement, il va falloir adapter au monde de la construction ces préceptes qui nous viennent du monde de l'industrie, mais on peut quand même retrouver cette idée de flux. Et en fait, on a plutôt un flux d'opérateurs qui, pour le coup, sont plus mobiles, mais qui vont parcourir l'objet à construire. Et donc, un flux d'opérateurs, un petit train d'opérateurs, en fait, et chaque opérateur va augmenter la valeur du mètre carré construit jusqu'à obtenir le bâtiment dans son usage définitif.
Donc, on retrouve assez facilement quand même en transposant cette notion de flux qui va être importante et qui nous est chère dans la méthode. Alors, la méthode, rentrons un petit peu dans le détail. Premier principe, je crois que c'est le microzoning. C'est ça, exactement. En fait, notre objectif, ça va être vraiment, comme on a un petit train, on va créer un planning chemin de fer qui est en fait une représentation géotemporelle. Donc, où on va dire quelle tâche se fait à quel moment et dans quelle zone. D'où le fait déjà d'avoir cette notion de zone qui est primordiale dans le LPS. Et donc, on va définir les zones de travail. Donc là, on est sur un chantier de logement, donc on a les différents appartements. Et le but, c'est d'avoir un micro-zoning. Donc, plus la zone va être petite, plus on va réussir à optimiser les tâches de notre petit train dans chacune des zones et donc on va éviter les surfaces dormantes. Une fois du coup qu'on a créé ce micro-zoning, on va définir les tâches à réaliser donc, par lot. Donc là, on a par exemple une représentation sur la droite avec une couleur par entreprise en définissant toutes les tâches à réaliser pour les chambres. Donc, on les définit, on les met dans l'ordre et puis on peut éventuellement les représenter aussi sur un plan, par exemple, pour mieux comprendre l'interférence, par exemple, entre les différentes tâches de flux de bureau et du flux de couloir dans cet exemple-là. Donc, une fois qu'on a déterminé toutes ces séquences, tous ces flux, qu'on les a cartographiés, donc on a renseigné et qualifié chaque tâche en termes d'effectifs, de prérequis, etc., on va pouvoir passer à la mise en flux. Alors, dans ce que nous a expliqué Perrine, en fait, le temps d'amorçage de la séquence, c'est un temps incompressible, c'est un temps technique. Par contre, on va voir comment on passe au calcul du rythme qui, lui, va directement être lié au délai client et à l'objectif qu'on va se fixer pour respecter ce délai client. Alors, je m'explique. J'ai un chantier avec une date de démarrage et une date de fin. Donc ça définit effectivement un délai client. Et puis, je vais essayer de d'avoir un objectif un peu plus court, un peu plus ambitieux. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus agréable de piloter le délai client, l'objectif client, avec une marge mutualisée en fait, qui va servir au groupe d'entreprises pour pouvoir piloter en sérénité cet objectif client. Cette marge, on l'obtient comment? En fait, on est allé chercher les gaspillages que nous a expliqué Perrine, qui sont dans les barres classiques du planning de Gantt. En fait, on les a extraits puis on les mutualise à la fin pour les valoriser, pour en faire cet outil de pilotage. Donc ensuite, on a calculé la séquence, l'amorçage de notre flux qui va durer un certain temps, 40 jours par exemple, ou 50 jours pour faire une chambre, pour faire une classe dans un lycée, pour faire un bloc opératoire dans un hôpital. Donc j'ai un amorçage. La question suivante, c'est en fonction du nombre de logements que j'ai sur mon opération, à quelle vitesse je dois enchaîner ces logements pour pouvoir respecter mon objectif de délai en vert. Donc en fait, c'est là que s'intervient la mise en flux, c'est-à-dire que le premier jour, j'ai commencé mon premier logement, le deuxième, j'ai commencé mon deuxième logement, et 40 jours plus tard, je finis mon premier logement, je finis mon deuxième logement, et ce rythme-là, ce rythme de production, il va directement être calculé par rapport à votre délai client. Et c'est lui ensuite qui va déterminer les ressources associées pour pouvoir tenir ces cadences-là. Voilà. Donc, je repasse la parole à Perrine sur ensuite comment représenter ce type de planning, sachant que le modèle de Gantt nous paraît un peu dépassé pour pouvoir représenter à la fois toutes ces micro-zones et à la fois un nombre de tâches assez détaillé qu'on veut voir figurer et qu'on veut piloter au travers de notre outil de planification. Alors, comment faire ? C'est ça, exactement. Alors, donc, dans le cas où on utiliserait un planning de Gantt pour définir toutes ces tâches dans ces micro-zones, en fait, soit il nous faudrait énormément de lignes, soit on serait obligé de faire des grandes barres par lot, comme ce qui est affiché à l'écran, et finalement qui ne détaillerait pas autant que ça les attentes, les gaspillages. On n'a pas vraiment quelque chose qui est très visuel sur le planning qui est là. On dit, ah bah oui, c'est plutôt pas mal, on finit le jour 30, etc. Et au final, quand on va le représenter sous un format plutôt géotemporel, donc plutôt que de trier par activité, on trie par zone, et les activités sont représentées avec une couleur. Donc déjà, on a 8 lignes, on a déjà beaucoup plus d'informations que sur la représentation précédente. On peut voir, par exemple, que le sous-traitant orange est beaucoup trop lent, et donc il va falloir qu'il double son équipe pour qu'on tienne le délai du chantier, et que les autres lots ne soient pas impactés par son rythme à lui. On voit par exemple les zones qui sont en attente, en fait. Par exemple, la zone J est en attente pendant quasiment 10 jours entre la tâche rouge et la tâche orange.
Voilà, donc c'est des choses qui sont visuellement beaucoup plus simples à voir sur la représentation géotemporelle. Et on a également des plannings qui sont beaucoup plus concis. On arrive à modéliser des gros chantiers sur un A0, alors que d'habitude, en Gantt, ça fait tout un couloir. Donc, une fois qu'on a ça, en fait, on prend notre séquence, on la duplique du coup avec un certain enchaînement qui est donc le rythme qui a été déterminé par notre acte précédent. Et donc, on crée le planning de l'ensemble de notre chantier. Donc, on a une échelle qui est au logement, on a une échelle qui peut être aussi à l'étage, on a souvent le ragréage ou la chape, etc., qui intervient une fois par étage, donc on peut noter comme l'étage verte là, qui viennent une fois pour tout l'étage. Et puis, on peut avoir aussi l'échelle du bâtiment pour la pose de porte-palières, par exemple, des tâches qui sont beaucoup plus rapides. Et donc, avec cette visualisation, on arrive vraiment à voir l'enchaînement des tâches dans l'espace. Ça nous permet aussi de voir sous-traitant par sous-traitant via sa couleur s'il a beaucoup de tâches superposées ou non dans les différentes zones et donc pouvoir gérer la coactivité sur le chantier et piloter les flux. Alors, la richesse aussi de ce planning, hein, on l'a dit, c'est dans la capacité qu'il a effectivement à écouter tous les sous-traitants et à intégrer tous les sous-traitants et donc à gagner sa robustesse parce qu'il est partagé. Donc, il y a une étape importante dans le process d'élaboration du planning et du pilotage, on le verra après. Mais en fait, c'est de bien faire des validations avec l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire que leur présenter une première version du travail qui peut aussi éventuellement être discutée pendant les phases de consultation des entreprises. Et ensuite, une fois qu'elles ont désigné, on réouvre le dossier et on recrée ces ambiances, ces ateliers collaboratifs pendant lesquels on va pouvoir leur expliquer la méthode, faire de la conviction, leur expliquer effectivement quels avantages ils ont à pratiquer cette méthode sur le projet. Hein. Cette compréhension-là, la compréhension de ces enjeux, c'est vraiment un facteur essentiel pour l'adhésion. Et ce qu'on va faire en même temps, qu'on les forme à la méthode, c'est d'écouter en fait toutes les bonnes idées qu'ils vont avoir. Donc c'est d'éviter ce gaspillage où on n'utilise pas tout le jus de cerveau disponible sur le projet. On va les impliquer, ils vont discuter entre eux, et donc il y a cet aspect aussi team building qui va être essentiel derrière pour animer le balai des entreprises, je dirais, sur le projet. Donc voilà, pour finaliser notre livrable, on va repasser les ateliers avec les sous-traitants et on va vraiment les écouter pour améliorer ensemble le process global du planning du chantier. Donc une fois qu'on a ça, cet objectif-là, on peut passer à la phase d'exécution finalement et mettre en place le deuxième outil, je dirais, qui est le pilotage au quotidien du planning. C'est ça, effectivement. Donc, une fois qu'on est tous d'accord sur notre planning objectif, le but, c'est de dérouler le chantier. Alors, comme l'a introduit tout à l'heure Nicolas, malheureusement, tous les plannings sont faux, même les plannings faits en LPS. Mais notre objectif, ça va vraiment être de faire en sorte que la réalité colle le plus possible à la théorie. Et donc, pour ça, on fait des réunions de pilotage qui sont hebdomadaires, qui se font autour de panneaux, comme vous pouvez voir sur les différentes photos, où on va avoir un peu deux types d'horizons. Un horizon qui sera un S plus N, donc plutôt longue durée, enfin moyenne longue durée, qui sera faite avec les conducteurs de travaux, chargés d'affaires des entreprises, éventuellement patrons, pour voir un peu tout ce qui est à pro, pour éviter que notre carreleur nous dise le vendredi que le lundi, il ne peut pas commencer sa tâche car on n'a pas choisi la couleur. C'est vraiment d'anticiper ces tâches-là, les approvisionnements, tout ce qui est un petit peu plus long à obtenir. Et puis, on a un horizon pour la semaine qui vient, les 2 semaines suivantes, qui est du coup avec les chefs de chantier, chefs d'équipe, vraiment les personnes qui sont sur chantier et qui vont avoir une vision précise de dans quelle zone elles vont travailler chaque jour. Et on va travailler avec eux pour s'assurer que les tâches seront réalisées comme prévu. Merci. Alors, parfois, moi, j'entends, oui, mais le LPS, ça marche pas. Alors, pour plusieurs raisons, hein. On peut avoir des chantiers qui portent une complexité extrême et que le LPS ne parvient pas à résoudre tous les problèmes. Mais il peut y en avoir aussi une autre, c'est qu'on oublie en cours de route un des principes fondamentaux de la méthode. Donc, un des principes fondamentaux, un des principes clés, c'est que c'est du pool planning, du planning tiré. Alors, je vais vous expliquer, mais je oppose le planning tiré au planning poussé. Le planning poussé, si je mets l'image dessus, c'est un poulet sans tête. Je m'explique. C'est quoi le pool planning? En fait, c'est partir de votre planning objectif, celui qu'on a fait en phase de préparation, qu'on a validé avec les sous-traitants. Lui, ça reste notre feuille de route qu'on veut accomplir. Donc, notre LPS, en fait, il se place sur un horizon court terme, moyen terme, donc comme l'expliquait Perrine, S plus 1, S plus N. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va
digérer ensemble cet horizon-là sur l'animation, les panneaux, etc., dans ces routines hebdomadaires où on va chaque semaine se poser la question de qu'est-ce que je démarre en S plus N, vous voyez, sur la droite. Donc, la préparation de la réunion, finalement, c'est d'aller tirer les jalons objectifs du planning objectif et de les inscrire ici. Et coûte que coûte, dans la mesure des décisions prises par le groupe et des marges de manœuvre qu'on a sur le chantier, ça va être d'accomplir et d'opérationnaliser ces tâches-là et donc de vérifier, comme tu disais, Perrine, est-ce que tu peux démarrer le carrelage dans 6 semaines? Ben non, tu ne m'as pas donné la couleur du carrelage. OK, je te la donne demain. Dans 6 semaines, tu démarreras parce que le délai d'appro, c'est 5 semaines. Vous voyez? Donc, c'est ça le LPS, c'est cette anticipation-là qui permet de mettre sous contrôle les prérequis et qui permet de viser un démarrage des tâches, de 100% des tâches, et donc d'accomplir le planning objectif. Et donc, S plus N, notre panneau, il se déplace, les jalons se déplacent, et une semaine plus tard, c'est ce qu'il faut faire la semaine prochaine. Donc là, on demande plutôt au chef de chantier, c'est l'horizon du chef de chantier. Est-ce que tu as bien reçu le carrelage? Est-ce que tu as bien l'équipe supplémentaire de carreleurs qui arrive, etc. Et on finit de mettre sous contrôle l'opérationnalisation des tâches pour que la semaine suivante, on puisse en faire le bilan, que la tâche a bien démarré et que globalement, on a réussi à accomplir l'ensemble des objectifs prévus au planning objectif initial. Voilà un peu l'idée de ce pool planning pour éviter le poulet sans tête. Donc, c'est plutôt le champ lexical de la volaille, mais voilà. Alors, quelques principes fondamentaux autour de la méthode que tu nous expliques, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, pendant la réunion, il y a vraiment des principes clés qui doivent vraiment nous guider là-dedans. Donc, déjà, c'est le collaboratif. On l'a dit dès l'introduction, notre objectif, c'est vraiment de chasser les gaspillages en étant tous ensemble. Oui, pardon. Et donc, le but, c'est de voir ensemble, donc de voir où on va, notre planning, agir ensemble, c'est-à-dire programmer les tâches, travailler ensemble à les rendre faisables et apprendre ensemble. Quand une tâche n'a pas pu être réalisée comme prévu, qu'on fasse un retour d'expérience et qu'on progresse pour pas que ça se reproduise sur les logements suivants. Deuxième grand principe, vous l'avez vu, c'est le côté visuel. On a des post-it avec des couleurs, une couleur par entreprise, c'est les zones, le temps, c'est quand même très visuel. On voit rapidement s'il y a beaucoup de tâches prévues, pas de beaucoup de tâches, la coactivité, les attentes, etc. Et le troisième grand principe sur lequel on voulait aussi insister, c'est tout ce qui est prérequis. Finalement, les tâches, ce n'est pas juste des post-it qu'on colle pour décorer. Il faut vraiment s'assurer qu'on est capable de faire ces tâches, et donc via la méthode chamois, par exemple. Donc, on vérifie qu'on a les conditions extérieures qui sont validées, qu'on a les hommes, qu'on n'aura pas notre ouvrier en vacances ou en visite médicale, que le travail précédent a été réalisé, qu'on a bien nos matériaux, donc que notre carreleur a reçu son paquet de carrelage, qu'on a les outils, qu'il a la bonne information de quelle couleur va dans quel logement, et qui va travailler en sécurité. Okay. Et donc, tout ça, ça nous permet de mener notre réunion. On planifie les tâches de la semaine suivante et donc, quand on se retrouve la semaine suivante, on se retrouve tous ensemble à nouveau pour faire un bilan de ce qui a été fait par rapport à ce qu'on avait prévu et on en tire derrière des indicateurs. Effectivement, nos rituels de pilotage, ils commencent par un bilan de la semaine écoulée et qui sont retranscrits dans des indicateurs de suivi et de performance qui permettent au groupe de mesurer sa capacité à tenir ses engagements et à s'améliorer. C'est la mesure qui soutient l'amélioration continue. Donc, en fait, il y a un indicateur phare, c'est le pourcentage des promesses tenues, le respect des engagements. C'est assez simple, hein. J'ai planifié 100 tâches, j'avais planifié 100 tâches cette semaine, j'en ai fait 97, j'ai un PPT de 97%. Il y a 3 tâches qui n'ont pas été réalisées. OK, l'exercice, ça va être d'identifier pourquoi, de trouver la cause racine et de les planifier en essayant de rattraper le retard, c'est-à-dire de respecter en fait mon planning S plus N. Donc, je vais avoir une semaine pour rattraper les tâches qui éventuellement n'ont pas été faites. Et donc, c'est de mettre en place le plan d'action qui va permettre de ne pas pousser le planning vers la droite. Je reviens à mon poulet sans tête précédent. Donc, l'intérêt de cet histogramme, c'est que ça permet de voir chaque semaine la performance et de voir l'évolution de la performance dans le temps. Un autre indicateur, lui, directement lié à la performance, c'est notre fameux buffer de tout à l'heure, entre mon délai contractuel et mon délai objectif. Il est de N jours, dans mon exemple 80. En fait, on va piloter, on va mesurer chaque semaine, on va tirer le fil sur le planning, on va voir l'avance-retard et sur le chemin critique, et donc on va mesurer la consommation de ce buffer. C'est-à-dire que ce buffer, on peut le consommer en fait. Le délai contractuel, je vous rappelle, il n'a pas bougé, c'est juste donné un objectif de délai plus court. Donc, on va vérifier chaque semaine la vitesse de consommation. Et si on est dans la zone verte,
en fait, on voit bien que si on trace un peu la ligne de tendance, on n'ira pas percuter notre délai contractuel. Par contre, si on vient un peu vertical et que la courbe perd vers le haut, voire se met à rentrer dans la zone orange, dans la zone rouge avec une forte pente, on peut en déduire que si on ne fait rien, on va se cracher et on va dépasser le délai contractuel. Donc voilà un indicateur simple avec sa version historisée qui permet de voir où on en est, qui permet de voir la tendance et donc qui permet au groupe de réagir, je dis bien au groupe de réagir et donc de prendre les bonnes décisions. Une autre donnée de sortie très importante, je crois que c'est la liste des points bloquants. Effectivement, c'est-à-dire que parfois, notre fameux chamois, on va se rendre compte que finalement, non, notre carreleur n'a pas reçu sa commande, alors que pourtant, la couleur a été validée dans les temps. Et donc, c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir être traité directement en réunion. En tout cas, c'est l'objectif que ça ne le soit pas, parce qu'on veut rester sur une réunion courte et efficace. Et donc, on va pouvoir se noter dans une liste de points bloquants tous les points qui sont à traiter en dehors de la réunion. Et en se disant qui doit faire quoi pour la prochaine fois, quelle entreprise et pour quand. L'objectif, c'est vraiment de lever tous les points bloquants d'ici la semaine suivante pour être sûr que notre carreleur puisse bien démarrer sa tâche à temps et donc conserver notre planning à jour. Alors tout ça, pour qu'il y ait de l'adhésion, en fait, il faut arriver à objectiver qu'est-ce qu'on y gagne. Et en fait, on va voir qu'il faut que tout le monde y gagne. C'est une des conditions sine qua non pour pouvoir ancrer la méthode et pour pouvoir donner aux participants l'envie de rejouer la fois d'après. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne? Alors, si on prend un peu tous les personnages, tous les acteurs du chantier, on peut commencer par le client, alors notre maître d'ouvrage, qui est le plus proche du client final utilisateur, pour le compte de qui il construit. Donc, notre client, nous, il est intéressé par la maîtrise des délais. C'est souvent assez clé dans son raisonnement global, son bilan financier. Il est intéressé par la maîtrise de la qualité, parce que c'est directement lié aussi à la satisfaction de l'usager final. Et puis, cet usager final, aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, etc., c'est lui son premier prescripteur, en fait, auprès de ses futurs clients. Donc, ils sont vraiment très attachés principalement à ces deux aspects-là. Ensuite, on peut regarder du côté de l'entreprise générale. Qu'est-ce qu'elle y gagne, l'entreprise générale? Donc, l'entreprise générale, on parle aussi de maître d'œuvre d'exécution quand on est en corps d'état séparé. Elle y gagne déjà de répondre aux besoins de son client, forcément de le satisfaire et donc de viser le délai du client avec les dimensions, les ressources nécessaires. De ne pas mettre trop de monde à la fin et personne au début. Donc, c'est aussi ça. Ça va être d'organiser la coactivité, d'être sûr que les entreprises sont bien où il faut et qu'on n'ait pas une armée au deuxième étage alors qu'il n'y a personne au R+1. Maîtriser la qualité, faire bien du premier coup. En listant les prérequis, ça nous évite de repasser, de revenir, etc. Et donc de maîtriser la qualité. Et puis, la démarche LPS, c'est aussi une certaine forme de sérénité pour les équipes travaux. Ça permet aussi de les former, donc de les faire monter en compétences sur des aspects planning, méthode, méthodologie, etc. Et donc ça contribue à la marque employeur de l'entreprise. Et en plus de fidéliser ses collaborateurs, son objectif, c'est aussi de fidéliser ses sous-traitants et donc d'être l'entreprise générale préférée de ses sous-traitants. Nous, en tant qu'entreprise générale, je parle au nom de Léon Gross, on constate en moyenne un gain de 40 jours sur les chantiers grâce au LPS. On a un taux de recommandation par les équipes travaux qui est de 100%, donc une forte adhésion. On voit vraiment que c'est quelque chose qui les marque et pour lequel ils sont contents de travailler. Et donc, tous ces indicateurs nous ont poussé à nous fixer un objectif de mise en place du LPS sur les 3/4 des chantiers de Léon Gross en France, où on est en entreprise générale et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 millions, ce qui correspond à une cinquantaine de chantiers par an. Et donc, pour ça, on a mis en place des moyens d'accompagnement en interne et on travaille sur vraiment tous les types de chantiers, donc à la fois en réhabilitation et en neuf, logement, bureau, etc. Mais donc, du coup, notre objectif, c'est aussi d'être l'entreprise préférée de nos sous-traitants parce qu'eux aussi ont à y gagner, n'est-ce pas, Nicolas? Tout à fait. Et je crois que c'est assez important, en fait, dans cette relation avec le sous-traitant, c'est de se reposer la question de comment est-ce qu'on peut créer de la valeur ensemble. Il y a le temps de la consultation où on essaie d'avoir le meilleur prix, mais la sous-traitance, c'est pas transférer la patate chaude, c'est voir comment on peut effectivement, avec ce sous-traitant, travailler pour que lui s'en sorte sur le chantier et devienne un partenaire et qu'on ait envie de rejouer ensemble et qu'on s'améliore mutuellement, enfin ensemble autour de l'objet qu'on a à construire. Donc, les sous-traitants, qu'est-ce qu'ils peuvent y gagner? Un premier aspect, on l'a vu avec la mise en flux de l'activité, c'est un lissage des effectifs.
Donc, c'est de pouvoir se dire, tiens, bah, sur ce chantier-là, je sais pas, je mets 2 gars de chez moi, j'ai une équipe de 4, j'en mets 2 de chez moi, je mets 2 intérims. Bah, ce qui peut être intéressant, c'est que vu que l'équipe est stable, peut-être qu'au bout de 6 mois, j'embauche les 2 intérims. Vous voyez? Versus le yo-yo que font les chantiers où je mobilise, je démobilise, je suis venu mais c'était pas prêt, enfin, etc. Ça coûte très cher en termes de productivité. Donc, je pense qu'il y a un gain important, il y a un gain important sur la productivité. Il y a un gain important sur la maîtrise de la qualité, parce que bah, la qualité, c'est faire bien du premier coup. Ne pas faire bien du premier coup, c'est faire 3 fois le boulot, quoi. C'est le faire la première fois, c'est défaire et c'est refaire. Donc, forcément, ça coûte aussi. Il y a aussi un aspect important souvent cité par les entreprises, c'est le respect des ouvrages. C'est-à-dire que bah, les entreprises travaillent mieux ensemble, font des teams gagnantes, donc à partir de ce moment-là, ça se transmet jusqu'au terrain, qui est en flux, où l'avancement est visible au terrain, où chacun est à sa place, donc il y a un meilleur respect des ouvrages des uns des autres. Et puis enfin, il y a un aspect non négligeable aussi, et qui va parler aux chefs d'entreprise, c'est de valoriser et d'autonomiser finalement ces chefs de chantier, ces chefs d'équipe. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit souvent avec le LPS, c'est la capacité du chef de chantier ou du chef d'équipe d'informer son conducteur de travaux sur l'état d'avancement du chantier avec un haut degré de fiabilité parce qu'il s'est mis d'accord avec ses pairs en réunion LPS. Donc, c'est un aspect très valorisant et je pense que c'est assez important pour les entreprises et pour la filière. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on y gagne qu'est-ce qui gagne les femmes et les hommes du BTP? C'est ça, bah, c'est aussi en lien avec finalement ce que gagnent les chefs de chantier. Donc, c'est être valorisé, c'est monter en compétence sur le pilotage, sur la planification, comprendre une nouvelle méthode, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ça permet de donner du sens au travail et de ne pas partir dans tous les sens et donc d'avoir l'impression vraiment de maîtriser son chantier et de faire quelque chose de bien, de beau. Ça donne vraiment une sérénité, un bien-être au travail. Ça, c'est quelque chose que les conducteurs de travaux nous remontent quasiment systématiquement chez Léon Gross. De mieux connaître son chantier et d'éviter, comme on a vraiment créé une équipe, d'éviter les interactions qui passent par le conducteur de travaux alors qu'il n'a aucune valeur ajoutée dans cette résolution-là. Et donc, globalement, selon nous, le LPS, ça contribue vraiment à l'attractivité de la filière du bâtiment pour passer d'un système traditionnel artisanal, on va dire, à un système qui va être plus industrialisé. Très bien. Donc, on arrive, je pense, au temps de la conclusion. C'est peut-être des facteurs clés de succès. Alors, un premier facteur clé, moi, souvent, ce que j'entends, enfin, souvent, dans certaines entreprises où on déploie le Lean, mais où le management a vu ça d'un petit peu loin, en fait, ah oui, on parle de fameuses réunions post-it. Alors effectivement, le post-it, c'est la surface visible, la surface du mur sur laquelle on colle des post-it, mais comme on vient de le voir, c'est beaucoup plus complexe. Ça concerne toute la chaîne de commandement, ça concerne tous les horizons, et ça concerne forcément le management qui va impulser un certain nombre de décisions sur le chantier, mettre en place une organisation, et puis soutenir la démarche de leur conducteur de travaux, de leur directeur de travaux ou de leur chef de chantier quand on va déployer et mettre en place le LPS. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le travers de notre ami Post-it là sur scène, en fait, qui lui essaie de tirer la couverture à lui et de dire non, mais le LPS, c'est que des Post-it. N'écoutez pas les gens qui, comme moi, vous dites en fait que l'importance de la démarche, en fait, c'est l'implication du management, quoi. Si on veut la tenir, si on veut l'impulser, il faut que les managers soient impliqués et donc il faut qu'ils soient formés. Parce que s'ils ne sont pas formés, s'ils ne savent pas ce que c'est, naturellement, j'ai tendance à me tenir à l'écart de ce que je ne connais pas, quoi, voire même à critiquer. Donc, il y a tout cet aspect-là qui est dans l'entreprise quand on veut déployer ou sur le projet, quand on veut déployer ce type de démarche, c'est de bien penser à balayer l'escalier par le haut, comme on dit souvent. Conclusion. Et donc, pour conclure cette présentation, on voulait montrer un peu la différence entre le modèle usuel où on a notre entreprise générale ou notre OPC qui traite avec chaque sous-traitant de manière indépendante et puis avec la maîtrise d'œuvre, etc. Et finalement, le sous-traitant 1, on n'a absolument aucune idée des tâches ou du planning du sous-traitant numéro 2. Et donc là, l'objectif du LPS, c'est vraiment de mettre tout le monde dans la même pièce, que faire discuter tout le monde, créer une équipe, créer du lien, partager ensemble les objectifs et les gains, et donc vraiment être un vrai levier de performance. Et donc, c'était vraiment sur ces mots-là qu'on voulait conclure notre présentation. Le LPS est un levier de performance pour les chantiers et de valorisation de toutes les équipes qui travaillent autour de ces projets-là. Et donc, on arrive au bout de notre présentation avec Nicolas, mais on est ouvert à toutes les questions que vous pourrez poser. Alors, je rends la main
Non, tu peux laisser la Oui, présentation. bonne idée. Bah, d'abord, merci infiniment pour ce webinaire et cet échange, ce binôme et cette harmonie entre vous deux. On voit que vous avez préparé vraiment la présentation et vous voulez vraiment faire passer des messages et également échanger sur vos expériences. Merci beaucoup, c'est vraiment très clair. Je m'adresse d'abord à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à poser des questions dans le volet questions et réponses. Je ne manquerai pas de faire le nécessaire. Mais j'ai déjà une question d'une personne. Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide 25, s'il vous plaît? Donc, il demande le slide 25, là où il y avait la partie PPT, en termes des indicateurs. Voilà, celui-là. Donc, il vous demande, on voit que la partie, par exemple, jusqu'à 85%, on a la partie verte. OK, on la voit. Par contre, après, entre 85 et 100%, ça redevient jaune. Pourquoi ça redevient jaune là? Alors oui, c'est un parti pris qu'on a pris chez Lyon Grosse. Bon, après, on peut le voir vert aussi, hein. Peu importe. Mais en fait, on s'est dit que si le chantier était en permanence entre 95 et 100, ça voulait dire que peut-être on était un peu pas très ambitieux sur nos objectifs. Si on les tient tout le temps à 100%, c'est que ça peut pousser certaines entreprises à finalement pas mettre toutes leurs tâches pour dire ah bah comme ça je ne mets que celles que je suis sûre de tenir et comme ça je suis tranquille, personne ne viendra me chercher. Vraiment, c'était pour encourager les gens à être ambitieux, à noter tout ce qu'il y avait à faire, même s'ils ne sont pas sûrs en fait. Donc c'était un peu un parti pris qu'on a pris là-dessus. D'accord, merci. D'autres questions qui vous demandent en fait quelle est l'implication, quel est votre tour sur l'implication des conducteurs de travaux? Est-ce qu'ils sont motivés pour réutiliser le LPS ou bien l'utiliser, et surtout en termes de réutilisation? Et quel est l'avis également des sous-traitants dans votre pratique, l'un et l'autre en fait, pour cette méthode également? Je vais commencer à répondre du coup pour la partie conducteur de travaux. Effectivement, ils sont très motivés pour le réutiliser. C'est quelque chose, même s'ils se rendent compte que c'est pas la potion magique ou la baguette magique, que parfois ils ont l'impression que ce sera, ils se rendent quand même compte qu'il y a une amélioration, qu'ils sont plus sereins, que les choses sont résolues tous ensemble. Et donc, d'où le fait qu'ils soient motivés pour le réutiliser. Par rapport aux sous-traitants, je trouve qu'on a vraiment une différence entre au tout début où on commençait à le mettre, où ils découvraient, et aujourd'hui où ils en ont quasiment tous déjà fait au moins une fois. Et finalement, maintenant, ils connaissent. Alors, on présente au début toujours la partie spécifique au chantier, mais la partie LPS en soi, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus maîtrisé. Et donc, ils sont beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir leur post-it, d'écrire leurs tâches, de coller. Enfin, voilà, c'est un environnement qui leur parle beaucoup plus. Et du coup, je pense qu'ils ont même eux-mêmes des retours comme quoi ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ils sont, je trouve, plutôt moteurs. Je pense que tu as comme retour. En fait, ouais, enfin, la maturité, la maturité du LPS dans les entreprises, dans les organisations, fait que on arrive, on les encadre davantage pour leur expliquer ce qu'on tentait de faire à la fin de notre exposé là. C'est quoi leur avantage à la méthode, quoi. C'est y souscrire non pas pour vaguement faire plaisir ou pour signer en bas pour avoir le marché. C'est vraiment de découvrir quels sont les avantages pour eux. Et les avantages d'un LPS mis en place sur un projet, c'est pour l'entreprise corps d'État, je pense que c'est de pouvoir mettre en place les actions d'amélioration qu'elle rêvait de mettre en place et qu'elle n'arrive pas à mettre en place depuis des années sur le chantier parce que le chantier la désorganise en permanence. Donc maintenant qu'ils commencent à découvrir un petit peu ça, ben, en quoi les aide le LPS? Ben, ça les aide aussi en termes d'avantages, peut-être par exemple sur leur trésorerie, parce que je commande au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Donc il y a plein d'avantages en fait qu'ils peuvent découvrir et qui leur permettent d'améliorer leur propre performance interne parce qu'ils trouvent sur le chantier géré en LPS un cadre et une stabilité opérationnelle qui permet de s'améliorer en fait. Je voudrais citer aussi qui pour nous sont des sous-traitants sur certains chantiers qui sont des grosses entreprises type Equance où finalement aujourd'hui ils sont structurés avec aussi un service lean dont Alexandre Docteur ici présent est représentant. Et donc finalement on se rend compte qu'ils ont aussi des intérêts à avoir et que du coup les grosses entreprises qui en sont capables se structurent aussi autour du lean et du LPS. Est-ce que la question qui va toujours dans le même sens, est-ce que vous pouvez aller plus loin jusqu'à exiger en fait un critère que les sous-traitants soient en fait
soit ils adaptent également dès le départ le LPS ou bien le Lean d'une manière générale dans le domaine de la construction? Bah, nous, le LPS est dans nos clauses de contrat type, de contrat de sous-traitance. Donc déjà, tous les contrats de sous-traitance Lyon Grosse signés intègrent la clause comme quoi il faudra qu'ils travaillent avec nous autour du LPS, de la construction du planning et de la participation aux réunions hebdomadaires. Je pense pas qu'il y ait un sous-traitant qui ait dit je veux travailler avec vous, mais vous m'enlevez cette clause. Et globalement, je dirais pas que c'est peut-être pas un critère de choix, mais enfin, bon, c'est plutôt intégré, oui, dans le fonctionnement. D'accord. Ouais, juste, moi, je parle en général, moi, je parle aussi du travail qu'on fait, par exemple, avec des promoteurs. L'idée, en fait, c'est de dire, il faut, par exemple, en parler dans la phase consultation achat. Donc, il faut former aussi vos acheteurs. Il ne faut pas les oublier. Il faut qu'ils aient le bon discours. C'est bien de mettre des clauses, mais il faut aussi accompagner ça d'une pédagogie. Et donc, il faut que tout le monde dans l'organisation soit capable de parler des avantages de la méthode et de partager un peu les objectifs, quoi. Et toujours dans la partie LPS, une question qui revient souvent. Est-ce que le LPS, il est appliqué uniquement dans la phase d'exécution ou bien est-ce qu'il peut être appliqué dans la phase d'étude? On l'applique aujourd'hui, effectivement. Il y a des projets où on met en place des LPS études. Alors, il faut trouver les formes adaptées, mais il y a effectivement en rétro-planning de votre planning de travaux, vous allez pouvoir cartographier vos flux d'études, les différentes tâches. C'est pareil, c'est une histoire d'enchaînement de tâches, de création de documents, de validation par le client, par des bureaux d'études externes, enfin, etc. Donc ça, c'est des processus qu'on décrit. Et donc, en rétro-planning, vous arrivez à piloter le bon démarrage des études à la bonne date, et vous arrivez à piloter encore en rétro-planning de ça, ce qu'on appelle le planning décisionnel, c'est-à-dire toutes les décisions que doit prendre une équipe projet pour lancer son projet à l'heure. Donc souvent, c'est lancer les études, c'est valider les données d'entrée qui vont permettre au bureau d'études de déployer la machine, quoi. Donc l'idée, c'est bien de mettre sous contrôle l'ensemble du processus, et on part bien de j'ai un marché, je dois prendre des décisions, je dois lancer des études, faire des achats, et réaliser des travaux. Une autre question, là encore, sur la partie LPS, puisque la méthode LPS permet aux sous-traitants et à l'entreprise générale de travailler à livre ouvert ensemble, quel est le partage de responsabilité du coup? Le partage de responsabilité, en fait, c'est que le LPS s'appuie sur un planning plus ambitieux. Donc, si on part du principe que ça marche, qu'on fait tout pour que ça marche, en fait, tout se passe bien. Il n'y a pas besoin de faire du contractuel puisque on pilote avec sérénité cet objectif client. Maintenant, si on voit que ça se dégrade, si notre buffer nous montre que effectivement on est en train de dériver, l'analyse permanente qu'on fait des sujets fait qu'on va pouvoir remonter aux causes racines. Et si les causes racines, c'est un participant qui joue pas le jeu, mais qu'on parle de Lean ou pas de Lean, de toute façon, il a un engagement contractuel, c'est pas le Lean qui a changé la nature de son contrat. À ce moment-là, il faut ressortir une gestion un petit peu plus serrée. Et on quitte la salle de collaboration LPS pour le prendre entre casse-yeux dans le bureau, quoi. Oui. Donc, c'est pas le monde des bisounours, c'est toujours, enfin, le LPS, c'est bienveillance et exigence, quoi. C'est toujours les deux. C'est un peu les deux mamelles du management, quoi. C'est ménager et en même temps un peu manipuler. Donc, faut. Voilà. D'accord. Une question, mais on aimerait bien avoir la réponse de chacun de vous, chacun de sa fenêtre, en fait. On est dans un cas, par exemple, d'un chantier multidistancié. Donc, l'animateur Lean ou on va dire le responsable qualité, on va parler d'animateur Lean, est-ce qu'il doit être présent aux différentes réunions LPS ou pas? Ou il peut se contacter des photos et des débriefings en fait, des réunions? Au niveau pratique, comment ça se passe? Vous, par exemple, au niveau de Lyon Grosse, et ça, c'est vraiment de votre fenêtre, comment ça se passe dans ce cas-là? Et Nicolas, de ton côté, de votre côté, au niveau d'IMAC, comment ça se passe également si vous intervenez sur plusieurs chantiers également? On commence par Perrine. Ok, ça marche. Du coup, nous, forcément, on est 3 personnes pour toute l'entreprise Lyon Grosse. Donc, j'ai dit, on a 50 chantiers par an en LPS et puis on a aussi d'autres types d'actions. Donc, on ne peut pas être toutes les semaines à toutes les réunions LPS de tous les chantiers qu'on suit. C'est juste pas possible. Et notre but, c'est pas non plus d'être animateur planning, c'est vraiment d'être animateur Lean, de porter la démarche, de former les personnes, de les faire monter en compétences. Donc, le but, c'est de les accompagner au début, peut-être pendant un mois et demi. On va y être toutes les semaines, puis ensuite une semaine sur 2.
Puis, on les appelle à chaque fin de réunion pour être sûr que tout s'est bien passé, etc. Et au fur et à mesure, dès qu'on sent qu'ils sont autonomes, on les laisse gérer leur chantier, en fait. Le but, c'est… Et puis après, on y va une fois de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas de soucis, que tout fonctionne bien, que la démarche continue à être appliquée correctement. Mais oui, c'est quelque chose, on n'a pas vraiment le choix que de se contenter parfois de photos, de comptes rendus à l'oral, de suivi sur un tableau, etc. Merci. Toi, Nicolas, de ton Bah, côté? nous, de notre côté, on a deux activités. On a une activité conseil. Donc, l'activité conseil auprès des EG ou auprès des maîtres d'ouvrage où on est AMO et où on est AMO auprès de leurs OPC pour justement mettre en place le Lean et faire monter en compétence leurs OPC sur le Lean. L'idée, enfin, si je prends l'exemple si je reste sur l'EG, c'est dire que la conduite de travaux, bon, c'est la technique, mais c'est aussi le pilotage. Donc, c'est quand même l'apanage de la conduite de travaux, de maîtriser son planning, de le piloter. Donc, l'idée, c'est de transférer, en fait, et c'est de les faire monter en compétence avec des outils, avec une méthode sur la maîtrise de leur planning. Donc, on accompagne fortement au début, et puis après, on pilote plutôt la montée en maturité et on adapte, on ajuste l'accompagnement nécessaire pour aller au bout de cette transformation. Puis notre autre métier, en fait, on fait aussi de l'ingénierie planning. Donc, on est planeur sur des gros projets, plutôt sur des gros projets, effectivement, où on fait la fonction planeur attendue, mais on le fait avec la méthode Lean parce qu'on partage avec le patron de projet et donc la conviction de la méthode Lean. Donc, du coup, on est présent, on est l'animateur et le porteur de la démarche sur toute la vie du projet. Voilà. Très bien. Une autre question très intéressante. Là encore, on voudrait une réponse de chacun de vous par rapport à sa fenêtre. Et je vais commencer par Nicolas. Comment, Nicolas, vous mesurez en fait les gains LPS? Vous, quand vous vendez le LPS à une entreprise de construction, vous leur dites quoi? Est-ce que vous pouvez mesurer les gains? Est-ce que vous êtes sûr? Et quelle est votre promesse à ce niveau-là? Ensuite, je voudrais la réponse du côté de Léon Gross, du côté de Perrine. Quand vous faites un chantier en utilisant par exemple le LPS, vous dites c'est vrai qu'on a mesuré des gains. Et parce qu'on les a mesurés, parce qu'on a une méthode de mesure et ça nous permet en fait peut-être de dire qu'on a autant de pourcentage en termes de gains sur plusieurs types de critères. Mais en même temps, dans le cas où vous avez un chantier LPS et un chantier qui n'est pas LPS, parfois il y a des chantiers qui ne sont pas LPS, mais où ils sont très performants. Comment vous voyez ce delta entre les deux qui montre en fait la pertinence d'une méthode? J'espère que j'étais clair dans la question. Et je commence par toi, Nicolas. Alors, je vais commencer par la fin de ta question, sinon je l'aurais oublié. Je reviendrai sur le début. Oui. Alors, heureusement, la profession n'a pas attendu le LPS, etc., pour faire des chantiers qui marchent bien. Après, quand on regarde le chantier qui marche bien, l'équipe qui marche bien, effectivement, souvent, c'est la Dream Team. Donc, la question suivante, c'est OK, donc là, il y a une équipe qui marche super bien, qui fait des super chantiers, qui cartonne et tout, quoi. Est-ce que c'est le cas de toutes les équipes dans l'entreprise? Ah ben non, non, ça c'est la Dream Team de l'entreprise. Donc l'idée du LPS, c'est bien de diffuser une méthode qui va permettre d'embarquer tout le monde et d'amener tout le monde à un niveau de performance régulier, sans trop de variations. Et c'est ça le challenge. Alors pour répondre à ta question première, je crois, c'était comment est-ce qu'on mesure tout ça? À l'échelle du projet, ce qui est compliqué, c'est que si je raisonne que sur le projet, il est unique, ok. Donc, je ne fais jamais deux fois le même projet, je ne peux pas faire une fois sans, une fois avec. Donc, comparer deux, c'est compliqué. Donc là, nous, on s'appuie beaucoup sur l'analyse de risque. C'est quoi les risques du projet? Et on va essayer de les quantifier en termes d'impact financier, en termes d'impact délai. Et bon, un bon budget, il va être établi avec cette analyse de risque qu'on va pondérer, faire une péréquation de ces risques. On a un budget pour risque. OK, souvent, l'exercice montre quand même sur un projet de construction qu'il y a beaucoup de risques qui sont liés au planning, donc, et qu'on peut monétiser. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça me rapporte si je mets en place le LPS et que j'arrive à montrer que j'ai maîtrisé mes risques, à montrer et à le mesurer, du coup, puisque j'avais provisionné ces risques, ou tout du moins, je les avais monétisés. Donc ça, c'est un premier élément de réponse, c'est de s'appuyer sur cette analyse de risque. Et puis après, il y a des projets en fait, où on déploie le LPS dans des projets d'entreprise. Donc là, il y a quelque chose de plus intéressant, c'est de jouer un peu sur la statistique. Et comme tu le disais dans ta question, c'est de comparer les projets qui font du LPS
la performance des projets qui font du LPS et ceux qui n'en font pas. Les entreprises, les grosses, il y en a beaucoup qui sont ISO, donc elles font ces revues de contrat d'indicateurs annuels. Donc on a l'info, donc il suffit juste de rajouter 2 colonnes, on a l'indicateur de tous les chantiers, on compare ensuite les 2 populations, celles qui font du lean et celles qui ne font pas de lean. Et les clients qui le font arrivent à voir statistiquement, effectivement, qu'on améliore le délai, c'est-à-dire l'écart entre le délai prévu et le délai réalisé, qu'on diminue la dispersion et qu'on diminue l'écart pour tous les chantiers qui pratiquent du LPS. Pareil, on peut monitorer la qualité, le nombre de réserves lors de la réception, etc. Donc effectivement, là, ça devient intéressant quand on déploie à l'échelle de l'entreprise de mettre en place ce monitoring, qui normalement doit déjà être en place. C'est juste après de distinguer ces 2 populations et de faire parler les indicateurs. Et là, on finit de faire, je pense, le chemin de la conviction. Du coup, pour compléter ce que dit Nicolas, c'est exactement ce qu'il vient de décrire qu'on fait chez Léon Gross. On n'est pas les seuls. De manière, la question de comment est-ce qu'on mesure les gains du LPS, tout le monde se l'est posée. Elle est compliquée parce qu'effectivement, on ne fait qu'une seule fois chaque chantier. Et finalement, quand on est une entreprise conséquente, on a tous la même réponse, c'est la statistique. Et il y aura toujours des super chantiers sans LPS, des super chantiers avec LPS, et il y aura malheureusement des pas bons chantiers avec LPS et aussi des mauvais chantiers sans LPS. Mais statistiquement, on se rend compte que on a quand même nettement plus de bons chantiers que de mauvais quand on met en place le LPS et qu'on en a et vice-versa. Et donc, c'est cet indicateur-là qu'on mesure, comme l'a dit Nicolas, c'est la différence entre le délai qui était prévu au marché et puis la date de livraison réelle qu'on mesure avec et sans LPS. Une dernière question qui paraît intéressante, même si le débat il est vraiment très intéressant, et j'aimerais bien que votre réponse soit bref et précise. Est-ce que l'architecte, il est dans la démarche LPS? Est-ce qu'il est dans les parties prenantes? Je vais être honnête, chez Léon Gross, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut être honnête, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le cas et c'est quelque chose qui serait intéressant. Parce qu'on se rend compte que parfois, notre carreleur, il ne peut pas avancer parce que l'architecte n'a pas validé la couleur. Et ça, c'est un peu énervant de se dire, c'est vraiment juste pour un coloris qu'on bloque tout notre chantier, comme on l'a dit en introduction. Je pense que là-dessus, ça peut être intéressant. Il y a quand même encore une barrière collaborative qui est parfois difficile à faire tomber, malheureusement, de entreprise générale. Est-ce qu'on est vraiment si transparent que ça avec notre client ou en tout cas notre architecte, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel on a tous à gagner, personnellement. Avant de répondre, Nicolas, est-ce que tu peux enlever le partage, comme ça on va, parce qu'on va terminer juste après. Oui. Vos 2 visages. Voilà, très bien, merci. Ok. Perrine a répondu pour le G, donc moi je vais peut-être regarder plutôt du côté du corps d'état séparé. Dans le corps d'état séparé, l'architecte, l'architecte devient un maître d'œuvre par une autre personne dans la phase d'exécution, mais non, disons que c'est pareil, l'architecte ou le maître d'œuvre, en fait, ils deviennent partie prenante, puisqu'on anime la démarche Lean au niveau de l'OPC, en lien direct avec le maître d'ouvrage. Donc là, l'intérêt de tout ça, c'est de revisiter un peu la relation entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'architecte et les entreprises, et donc de voir où est-ce qu'on peut recréer de la valeur sur le projet. Et donc le maître d'œuvre, souvent garant de la qualité, ok, c'est compatible avec l'OPC, garant du délai. Et l'idée du Lean, c'est bien de faire avancer tout ça ensemble et donc de viser un peu cette performance globale. Et je dirais aussi que là où on voit les architectes, c'est sur les phases amont, où on fait aussi du pilotage des phases de développement de conception, où là on anime avec la méthode Lean, un peu dans des conditions adaptées, mais sur les mêmes principes, toute la phase, tout le pilotage de la phase déploiement, conception d'un projet de construction. Merci. Avant de conclure en fait ce passionnant webinaire et ce passionnant partage, je vous donne la parole. Perrine, si vous avez quelque chose sur le cœur à dire, et après Nicolas. Merci à tous les participants, en tout cas, de vous être connectés, de nous avoir posé toutes ces questions intéressantes. Et puis, merci Zuber aussi pour l'organisation du Zoom. Merci. Nicolas? Moi, pareil, donc je vais m'inscrire aussi. Merci. Merci pour... Ouais, non, j'ai pas de message qui me vient là, mais très heureux d'avoir partagé avec vous ces convictions et ces pratiques. Ouais. Et puis,
en espérant que ça continue un peu de transformer le secteur, parce qu'on parlait effectivement du LPS comme levier de performance, et je pense que la filière en a besoin pour affronter tous les défis de la transition écologique, de la conjoncture actuelle, etc. Donc, il y a beaucoup de défis qui nous attendent, et moi, je pense que le Lean peut aider à financer une partie de tout ça. Financer en termes pas seulement monétaires, mais en termes de ressources, en termes de… Voilà, je pense que l'enjeu de la démarche, il est là, et je pense vraiment que c'est un vrai levier pour la filière. Merci infiniment pour toi, Perrine, de Lyon Gross, et pour toi, Nicolas, de IMAC Construction, pour ce passionnant échange et partage avec nos auditeurs et spectateurs même, que je tiens à remercier également. Ils étaient nombreux et des questions vraiment très intéressantes et passionnantes. Et je voulais vous remercier et puis remercier toutes les personnes qui ont pu nous aider en fait à monter ces webinaires et cette série de webinaires. Je vous informe que ce webinaire, le replay, il va être mis sur le site internet de l'Institut français de construction en ligne également. Et je vous informe que le 18 novembre